peu d'inventions ont autant changé le monde que la poudre à canon. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la guerre était définie par des hommes se battant au corps à corps. Quelques armes à distance, comme l'arbalète, la fronde ou l'arc, servaient surtout de soutien aux combattants munis d'épées et de lances. La poudre à canon a tout changé. Elle a rendu obsolètes des équipements militaires millénaires tels que l'armure, le bouclier ou la catapulte. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles les Européens ont trouvé si facile de conquérir le Nouveau Monde, souvent avec seulement quelques milliers d'hommes. Comment la poudre à canon a-t-elle été découverte ? Beaucoup savent qu'elle vient de Chine, mais comment s'est-elle diffusée dans le monde ? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, nous devons poser ce qui est peut-être la question la plus importante de toutes. Qu'est-ce que la poudre à canon exactement ? Pour comprendre le feu artificiel de la poudre à canon, nous devons d'abord comprendre le feu normal, comme celui d'une bougie. Le feu a besoin de combustible, d'oxygène et de chaleur. La chaleur décompose le combustible, lui permettant de réagir avec l'oxygène. Cette réaction produit plus de chaleur, décomposant davantage de molécules qui réagissent ensuite avec plus d'oxygène. Cela crée une réaction en chaîne qui continue jusqu'à ce que le feu manque de combustible ou d'oxygène. Cependant, cela n'explique pas tout. Plus important encore, cela n'explique pas à quelle vitesse la réaction va se produire. Certaines choses brûlent très rapidement, par exemple le gaz naturel, d'autres brûlent lentement, comme une bougie. Quel facteur influence quoi la vitesse de combustion d'un objet ? Le facteur clé est en fait la rapidité avec laquelle l'oxygène peut entrer dans la réaction. Une flamme normale, comme celle d'une bougie, puise l'oxygène dans l'air qui l'entoure, ce qui limite la vitesse à laquelle elle peut brûler. Cela soulève alors la question suivante. Et s'il existait une substance qui libérait de l'oxygène en brûlant ? Dans ce cas, il n'y aurait plus besoin d'oxygène provenant de l'air. Sans cette limite, le feu brûlerait quasi instantanément, libérant toute l'énergie d'un coup. Une telle substance n'existe pas naturellement, mais peut être facilement fabriquée à partir de matériaux courants existants. Comme combustible, nous pouvons utiliser du soufre et du charbon de bois, qui sont tous deux facilement disponibles. Pour fournir de l'oxygène, nous ajoutons probablement l'ingrédient le plus important, le salpêtre, que l'on peut trouver dans les grottes. Le salpêtre, nitrate de potassium, libère de l'oxygène en brûlant. Mélanger ces ingrédients dans les bonnes proportions crée une substance qui brûle instantanément. La poudre à canon. Alors, comment les humains ont-ils développé la poudre à canon quand cette substance étonnante a-t-elle été créée ? Malheureusement, il est impossible de déterminer exactement quand ou qui a fabriqué la poudre à canon pour la première fois, mais nous savons que, développée en Chine après leurs expériences en alchimie. L'alchimie a existé sous une forme ou une autre dans de nombreuses civilisations différentes. Les humains ont toujours été fascinés par des matériaux aux propriétés uniques, l'or qui ne ternit pas, le mercure, métal liquide, et le soufre, pierre qui brûle. Cependant, le but des alchimistes n'a pas toujours été le même. Les alchimistes européens étaient obsédés par la transformation des métaux vils en or. Mais en Chine, leur obsession était de devenir immortels, de créer une potion pour la vie éternelle. Le désir chinois de créer un élixir de vie, présent durant des siècles, a coûté la vie à plusieurs empereurs. Beaucoup des concoctions qu'ils fabriquaient contenaient des métaux toxiques comme le plomb ou le mercure. Les empereurs chinois s'empoisonnaient avec ces cocktails toxiques dès 210 avant Jésus-Christ et jusqu'en 1735. Par exemple, l'empereur Jianzong de la dynastie Tang est devenu fou à cause de son ingestion de mercure. Et finalement, son comportement erratique a conduit à son assassinat par les eunuques de la cour. Les Chinois n'ont jamais réussi à créer une potion pour la vie éternelle, mais leurs expériences les ont menés à une autre découverte. Ironiquement, en cherchant la vie éternelle, ils ont accidentellement découvert la poudre à canon, surtout utilisée pour tuer. On ignore comment ce développement est survenu, mais il n'a certainement pas été instantané. La poudre à canon a été développée progressivement, les alchimistes améliorant la recette au fil du temps. Les premières expériences ont produit une substance qui n'était pas explosive, mais qui était extrêmement inflammable. Un texte chinois du milieu des années 800 mentionne une concoction de soufre, salpêtre, miel et réalgar. Le texte précise que ce mélange pouvait être dangereux, produisant une grande quantité de fumée et de flammes. Certains alchimistes ont subi de graves brûlures, et cela a même provoqué des incendies de maisons. Ce mélange n'était pas de la véritable poudre à canon, mais on s'en approchait. Comme ce n'était pas explosif, il était impossible de l'utiliser pour fabriquer des armes comme des canons ou des mousquets.
Cependant, la poudre brûlait violemment, poussant les gens à l'utiliser pour créer diverses armes incendiaires. Un exemple était la flèche enflammée. Des flèches enflammées étaient ancrées depuis longtemps en fixant des matériaux inflammables à la hampe. Cependant, la poudre à canon a permis de créer des flèches enflammées bien plus efficaces, brûlant plus intensément et longtemps. Une autre arme à poudre précoce était la lance-flamme. C'était essentiellement une lance normale, mais un sachet de poudre à canon était attaché près de la pointe pour en faire une sorte de lance-flamme. La poudre à canon n'ajoutait pas grand-chose à l'arme, si ce n'est un avantage de choc au début d'un corps à corps. De nombreuses premières armes à poudre étaient absurdes, certaines utilisant même des animaux. Par exemple, l'oiseau de feu correspondait parfaitement à son nom. Un paquet de poudre à canon était attaché à un oiseau, allumé, puis l'oiseau était relâché et dirigé vers l'ennemi. D'autres animaux, comme les bœufs, ont aussi servi d'armes incendiaires. Ce qui rend difficile de dire exactement quand les armes à poudre ont été utilisées pour la première fois à la guerre, c'est que cela dépend vraiment de ce que l'on considère comme une arme à poudre. Comme vous le voyez, une poudre à canon primitive était utilisée dans les armes incendiaires depuis longtemps. Pour moi cependant, pour vraiment être considérée comme une arme à poudre, il faut qu'il y ait une explosion et pas seulement un feu intense. Il est impossible de dire exactement quand les premières armes explosives ont été utilisées. Des textes chinois des XIe et XIIe siècles mentionnent diverses armes, mais il n'est pas certain qu'elles soient explosives ou seulement incendiaires. Le premier récit vraiment détaillé de l'utilisation d'armes explosives à la poudre remonte au siège de Kaifang en 1126. Kaifang était la capitale de la dynastie Song, qui régnait sur le sud de la Chine. La ville était assiégée par une armée de la dynastie Jin du nord de la Chine. Les assaillants Jin ignoraient en ce qu'ils feraient face à l'une des premières armes à poudre explosive de l'histoire. À leur approche des murs, des soldats Song apparurent au sommet, chacun tenant une liasse de papier. Ils jetèrent ces liasses en par-dessus les murs vers les guerriers Jin en bas. En touchant le sol, un grondement assourdissant fit trembler la terre. Le bruit plongea les soldats attaquant dans le chaos, brisant leur formation. Ce que les guerriers Song utilisaient était une nouvelle arme qu'ils avaient développée, qu'ils appelaient la bombe tonnerre. Fabriquée en bambou ou en papier, remplie de poudre à canon, elle comptait parmi les premières armes véritablement explosives de l'histoire. Depuis les remparts de Kaifang, les soldats Song lançaient ces bombes tonnerres sur les Jin, semant la panique chez les assaillants. Selon des témoins, beaucoup prenaient la fuite en hurlant de peur. Malgré cela, à la fin, les défenseurs n'ont pas réussi à repousser le siège, et la ville est tombée aux mains des Jin. Les bombes tonnerres du siège de Kaifang n'étaient pas assez puissantes pour vous tuer, selon nos informations. Elles pouvaient sans doute choquer et surprendre l'ennemi, mais manquaient de puissance explosive pour être vraiment mortelles. Des bombes capables de tuer par la force de leur explosion allaient apparaître seulement quelques décennies plus tard, au début des années 1200 La principale différence entre celles-ci et les bombes précédentes était qu'elles utilisaient une enveloppe en fonte dure. Cela signifiait que la pression de la poudre à canon en combustion s'accumulait jusqu'à ce qu'elle soit suffisante pour briser la fonte, ce qui produisait une onde de choc bien plus puissante. C'étaient des sphères noires avec une mèche qui dépassait, et elles ressemblaient beaucoup à l'icône de bombe que nous connaissons si bien dans les jeux vidéo. L'un des premiers récits de l'utilisation de ces bombes remonte au siège de Qizhao en 1221, une autre bataille entre les dynasties Song et Jin. Les Song défendaient au Qizhao contre les Jin avec des milliers d'armes à poudre, dont les bombes Thunderclap déjà mentionnées. Cependant, les Jin avaient conçu de nouvelles bombes en fonte, d'une efficacité redoutable. Ils lancèrent des bombes par-dessus les murs, semant le chaos en ville. Selon le commandant Song, ces hommes avaient dans la tête, les yeux et les joues réduits en morceaux. Le commandant a même réussi à saisir une bombe et à l'examiner, a-t-il déclaré. Fabriquées en fonte brute, épaisse d'environ 5 cm, elles font trembler les murs de la ville. Les bombes furent alors décisives pendant le siège, et après des semaines de bombardement, les forces Jin prirent la ville. Cependant, il faut rappeler que ces bombes restaient très peu fiables et posaient de nombreux problèmes. Elles explosaient souvent prématurément ou n'explosaient pas du tout. Vers 1250, la poudre à canon était essentielle en Chine, mais comment est-elle parvenue en Europe ? Malheureusement, nous ne savons pas vraiment comment la poudre à canon est arrivée en Europe, et nous ne le saurons probablement jamais. Les historiens ont des avis différents sur la façon dont cela s'est produit, mais l'une des principales théories est qu'elle a été apportée par les Mongols.
L'ère mongole débute en 1206 quand Timouj est couronné Gengis Khan, roi suprême de Mongolie. Il avait passé les 40 premières années de sa vie à unifier les différentes tribus mongoles, et maintenant, sous sa direction, les Mongols allaient se lancer dans une conquête étonnante. Au cours des décennies suivantes, les Mongols allaient en créer le plus grand empire terrestre de l'histoire et tuer des dizaines de millions de personnes au passage. Les Mongols connaissaient la poudre à canon, mais elle n'était pas centrale dans leur guerre, sans doute faute de matières premières pour la produire. À la place, ils ont bâti leur empire grâce à leur incroyable maîtrise de l'équitation. Les hommes mongols ont grandi entourés de chevaux, ce qui faisait qu'à l'âge adulte, ils pouvaient manœuvrer sans utiliser les rênes et tirer des flèches avec précision, même au galop. L'armée mongole était presque entièrement centrée sur la cavalerie. Chaque homme avait 5 chevaux, offrant une mobilité inégalée par toute autre armée de l'époque. Les Mongols auraient bientôt découvert la poudre à canon lors de leur conquête de la Chine. Ils ont d'abord fait face à des armes à poudre. Par exemple, en 1232, les Mongols ont assiégé la capitale Jin, Kaifeng. Les défenseurs Jin ont utilisé les bombes en fonte évoquées plus tôt, avec un effet dévastateur. Quand les Mongols approchaient d'Oprolé des murs, les défenseurs ont lâché une bombe attachée à une chaîne. Selon un chroniqueur, tous les soldats attaquants ont été pulvérisés. Il ne restait même pas une trace derrière eux. Malgré cela, les Mongols ont finalement pris la ville et ont réussi à conquérir toute la dynastie Jin en 1234. Tout au long des années 1200, les Mongols ont poursuivi leur conquête et ont construit un immense empire qui s'étendait de la Chine à l'est jusqu'à l'Europe à l'ouest. Il est possible que ce soit ces conquêtes qui aient répandu la poudre à canon à travers le monde. La chronologie semble effectivement correspondre. Les premières formules de poudre à canon sont apparues au Moyen-Orient vers 1260 lors de l'arrivée des Mongols. La poudre à canon est mentionnée en Europe occidentale dès 1267. Dans ses écrits, le philosophe anglais Roger Bacon évoque un jouet d'enfant produisant bruit et feu, fabriqué avec poudre de salpêtre, soufre et charbon de bois de noisetier. Il a décrit son effet en disant « Par l'éclair et la combustion des feux et par l'horreur des sons, des merveilles grandes peuvent être accomplies. » Le fait que la première mention de la poudre à canon en Europe ait été faite par un homme en Angleterre. À l'extrême ouest de l'Europe, Bundaréger et Leckart et Hinan ont voité qu'il existe peu de traces du transfert de la poudre à canon de l'est vers l'ouest. On ne trouve presque aucune preuve de poudre à canon entre la Chine et l'Europe. En fait, certains historiens pensent même que la poudre à canon aurait pu être découverte indépendamment en Europe, bien que ce ne soit certainement pas l'opinion dominante. Il y a quelques éléments clés qui poussent la plupart des historiens à croire que la poudre à canon vient effectivement de Chine. Des formules chinoises de poudre à canon existent dès 1044, tandis que la première mention européenne date de 1267, soit 2 siècles après. Autre point clé, nous possédons des traces de toutes les expérimentations chinoises. En affinant progressivement la formule de la poudre à canon, on peut voir comment ils se sont améliorés dans la fabrication de la poudre à canon au fil du temps. Cette progression lente vers une poudre à canon puissante contraste fortement avec l'Europe, où la poudre à canon est apparue très soudainement dans les archives historiques. En Europe, moins d'un siècle sépare la première mention de la poudre à canon de son usage dans les canons, ce qui suggère qu'ils ont adopté une technologie déjà mature venant de Chine sans avoir besoin de longues expérimentations. Un dernier point intéressant est que les premières recettes de poudre à canon incluaient des additifs comme le salmiac et l'arsenic, qui n'amélioraient en réalité pas l'efficacité de la poudre. Ces mêmes ingrédients inefficaces se retrouvent aussi dans les formules chinoises, et il paraît très improbable qu'il s'agisse d'une pure coïncidence si les deux endroits les utilisaient. Autre fait intéressant, les premières recettes de poudre à canon du Moyen-Orient citaient souvent la Chine. Par exemple, le salpêtre était appelé neige chinoise, et les flèches enflammées étaient appelées flèches chinoises. Le mot arabe et persan pour la poudre à canon était drogue de feu, ce qui est aussi le terme utilisé par les Chinois. Au final, nous n'avons tout simplement pas autant de preuves qu'il nous en faudrait pour être certains de la façon dont la poudre à canon est arrivée en Europe, mais nous savons qu'elle y était parvenue au milieu des années 1200, quand la poudre à canon a-t-elle été utilisée pour la première fois dans des armes en Europe. La première mention d'un objet ressemblant à un canon date de 1326, dans un manuscrit d'un érudit anglais. L'image montre un homme allumant une mèche tirant quelque chose qui ressemble à une grande flèche. Malheureusement, il n'est pas possible de savoir quand les armes à poudre ont été utilisées pour la première fois au combat. Selon un historien, cela pourrait avoir été lors du siège de Cividale en 1331, mais ce n'est pas un point de vue consensuel. La première certitude de l'usage d'armes à poudre à la guerre remonte à la guerre de 100 ans entre Angleterre et France.
Ce conflit énorme a eu lieu parce que les rois d'Angleterre croyaient avoir un droit sur le trône de France. En 1346, les deux camps se sont affrontés près de la ville de Crécy, dans le nord de la France. La bataille représentait un pari majeur pour les Anglais. Leur roi et son fils étaient en sont tous deux présents sur le champ de bataille, ce qui signifiait qu'une défaite pouvait entraîner la capture ou la mort des deux. Pour les Français, la victoire aurait signifié l'anéantissement d'une dynastie anglaise en une seule bataille. Ajoutez à cela le fait que l'armée anglaise était largement en infériorité numérique. Les chiffres exacts sont incertains, mais ils avaient probablement environ 4000 chevaliers, 7000 archers et 5000 lanciers. Les Français avaient jusqu'à 80 000 hommes, et l'une des meilleures cavaleries lourdes d'Europe. Cependant, les Anglais avaient un atout, 5 canons primitifs. Ils étaient de rudimentaires, de petits tubes en bronze ou fer fixés à des cadres en bois. Il s'agissait peut-être en fait de ribaldequins, plusieurs canons montés sur un chariot tirant une salve. On les appelait parfois canons-orgues, car leurs nombreux canons alignés évoquaient les tuyaux d'un orgue. Les canons étaient très difficiles à utiliser correctement et ne pouvaient donc être manipulés que par des experts. Tester ces armes expérimentales et imprévisibles, alors que les enjeux étaient si élevés, n'était sans doute pas très sage. Pour les soldats anglais, l'adoption de cette nouvelle arme n'aurait probablement pas été particulièrement bien accueillie. Les soldats rejetèrent souvent les nouveautés, la poudre à canon étant liée au travail mystérieux des alchimistes. Donc, cela semblait probablement dangereux, peu fiable, et peut-être même porter malheur. En plus, le combat à distance n'était pas respecté. Les aristocrates considéraient les archers comme lâches, car ils attaquaient à distance au lieu de combattre au corps à corps. Au final, les Anglais ont bien remporté la bataille de Crécy, mais les canons n'ont pas joué un rôle majeur dans la victoire. Les nouvelles armes ont réussi à faire tomber quelques Français de leurs chevaux, mais sans infliger de véritables dégâts. C'était parce que la poudre à canon était encore faible et que les canons eux-mêmes étaient en fait si peu fiables et inefficaces. Leur précision était médiocre et les recharger prenait du temps. Ils ont sans doute eu un impact psychologique sur les Français, car la plupart de leurs soldats n'avaient probablement jamais vu cela. La première façon dont les armes à poudre ont profondément changé la guerre, c'est lors des sièges. Au Moyen Âge, châteaux et murailles étaient presque imprenables, forçant les assaillants à de longs sièges coûteux pour affamer les défenseurs. Avec assez de provisions, les défenseurs tenaient en eux souvent plus longtemps que les assaillants. La solidité d'un château tenait à ses murs épais, résistant à presque toutes les armes, même les catapultes. Les armes à poudre ont fini par changer cela, mais pas tout de suite. Cela a pris du temps. Les premiers canons n'étaient pas assez puissants pour percer la pierre. Après sa victoire à Crécy, le roi Édouard d'Angleterre tenta d'utiliser ses canons au siège de Calais, mais ils furent inefficaces. Sa poudre à canon était trop faible et les boulets étaient trop petits et trop lents pour percer les murs de la ville française. Cependant, il était clair que des canons plus puissants révolutionneraient la guerre de siège. Reconnaissant cela, les artilleurs, les fabricants de poudre et les métallurgistes ont commencé à innover. Ils ont développé de nouvelles techniques pour travailler le métal et fabriquer des canons. Ils ont vite grandi en taille et en puissance, développant bientôt d'énormes canons, les bombardes, premières armes à poudre réellement efficaces. Les bombardes tiraient des boulets de canon absolument énormes, parfois de plus de 100 kg. Les murs de pierre cédaient sous l'impact, ouvrant une brèche où les assaillants s'engouffraient. Les bombardes étaient très efficaces et se sont vite répandues en Europe. Moins de 10 ans après la première utilisation des canons à Crécy, le poète italien Pétrarque fit cette remarque. Ces armes projetant des boulets de métal avec un bruit assourdissant étaient autrefois très rares et provoquaient stupéfaction et admiration. Aujourd'hui, ils sont aussi courants et familiers que toute autre arme. Les esprits humains apprennent vite et ingénieusement les arts les plus pernicieux. Les bombardes étaient une arme terrifiante lorsqu'elles étaient utilisées pour attaquer une ville. Ses habitants devaient endurer le grondement tonitruant des explosions, suivi de l'impact de lourdes boules de pierre qui faisaient trembler le sol. Au début des années 1400, les canons étaient passés de curiosité à des outils de guerre indispensables. Aucun commandant n'aurait envisagé une campagne sans eux. En 1415, les Anglais ont assiégé Harlefleur dans le nord de la France et utilisé leurs nouvelles armes avec un effet dévastateur. 12 grands canons ont bombardé la ville avec des pierres de 400 livres terrifiant les habitants. Les canons ont été décisifs, faisant de ce siège l'une des premières fois dans l'histoire européenne où les armes à poudre à canon jouaient un rôle aussi important dans une bataille.
De loin, les Anglais ont détruit les murs de la ville, et ainsi, voyant que leur situation était désespérée, les Français se sont rendus en seulement 5 semaines. Finalement, les Français eux-mêmes maîtriseraient aussi l'utilisation des canons et s'en serviraient-ils pour renverser le cours de la guerre de 100 ans contre les Anglais. En 1449, l'armée française a assiégé Rouen et l'a bombardée avec ses propres canons. Les habitants se sont rendus après seulement 3 jours. 2 mois plus tard, les canons français ont pilonné Arles-les-Fleurs, la reprenant aux Anglais. Ces résultats rapides lors des batailles montrent à quel point l'artillerie transformait la guerre de siège, rendant les victoires plus rapides que jamais auparavant. La guerre de 100 ans prit fin lorsque les Anglais furent assiégés à Castillon en 1453. Une armée anglaise tenta de lever le siège, mais les Français détruisirent la force de secours avec leurs canons. Selon un témoin, l'artillerie causa de sérieux dégâts aux Anglais. Chaque tir abattait 5 ou 6 hommes instantanément. Le chef anglais lui-même fut tué par les tirs de canon et les Français purent prendre la ville. Avec la reddition de Castillon, la guerre dynastique qui avait troublé l'Europe pendant plus de 100 ans prit enfin fin. La même année, les armes à poudre furent encore décisives lors du siège de Constantinople, une bataille majeure en Europe. Depuis des siècles, Constantinople était la capitale de l'Empire romain d'Orient, dit byzantin. Au XVe siècle, l'Empire byzantin était très affaibli et avait perdu presque tous ses territoires aux Ottomans. Finalement, il ne restait de ce grand empire que Constantinople, la capitale historique. Mais pour les Ottomans, conquérir Constantinople ne serait pas simple. La ville avait survécu à 20 sièges au fil des siècles grâce à ses énormes doubles murailles et à sa position stratégique en bord de mer. En 1422, les Ottomans tentèrent d'utiliser un canon pour détruire les murailles, mais, trop peu puissants, ils durent se laisser retirer. Heureusement, ils disposaient d'un des métallurgistes les plus talentueux de l'époque. Un Hongrois nommé Urban avait d'abord proposé ses services à l'empereur byzantin, mais le salaire proposé ne correspondait pas à ses attentes. Urban s'est adressé au sultan ottoman Mehmed II, qui lui offrait une belle récompense s'il fabriquait un canon pouvant briser les murs de Constantinople. En janvier 1453, Urban avait forgé une bombarde géante dotée d'un canon de 26 pieds, pouvant lancer un boulet de pierre de plus d'une demi-tonne. Le canon était si imposant qu'il fallait avertir les civils voisins un jour avant les essais pour éviter la panique. Le canon massif, efficace, fut envoyé pour détruire les murs de Constantinople. Le bombardement devait être un spectacle étonnant, avec d'énormes boulets de pierre s'écrasant contre les murs, les secouant et écrasant la pierre contre la pierre. Le pilonnage continu brise le mur extérieur, permettant aux Turcs d'avancer leurs canons pour tirer sur Constantinople. Les Turcs ont fini par ouvrir une porte et prendre la ville d'assaut. Le rôle de la poudre à canon dans la bataille fut crucial. Les Ottomans tirèrent plus de 5000 boulets et utilisèrent près de 25 tonnes de poudre. Urban, le Hongrois qui fabriqua la grande bombarde, ne profita jamais des récompenses de son travail. On pense qu'il a perdu la vie lorsqu'une de ses propres créations a explosé pendant le siège. Comme on le voit, les armes à poudre restaient très imprévisibles et sujettes aux accidents. J'ai jusqu'ici parlé presque exclusivement des canons, mais bien sûr l'arme à poudre la plus importante de tous les temps était l'arme à feu portative. Comment cela a-t-il évolué ? Les premiers pistolets européens étaient de petits canons apparus vers 1300. La caractéristique principale d'un canon à main était qu'il ne possédait aucun mécanisme de détente. Pour le faire tirer, le soldat devait enflammer la poudre à canon avec une mèche. À l'arrière, un bâton nommé timon passait sous le bras de l'homme pour viser. Comme vous l'imaginez, ils étaient armés très encombrants, peu fiables et lents à recharger. Il existe peu de preuves sur l'utilisation des canons à main au combat. Ce manque de documents s'explique sans doute par leur absence de rôle décisif sur le champ de bataille. Ils étaient sans doute à la bataille de Crécy et au siège de Calais en 1346, mais il est impossible de savoir s'ils ont eu un impact. Nos connaissances sur les canons à main viennent surtout de l'étude des rares exemplaires préservés. Un canon à main découvert à Lockholt en Suède est la plus ancienne arme à feu européenne connue, datant des années 1300. Il est petit, pesant 9 kg pour 30 cm de long. Les historiens ont fabriqué une réplique et testé son efficacité comme arme à feu. Ils ont découvert qu'il fonctionnait étonnamment bien et qu'il pouvait percer les armures de plate médiévales bien mieux que les flèches des arquelons. Il était aussi plus précis que prévu, pouvant toucher une cible fixe à 200 mètres. Une autre découverte est le canon de Tannenberg, qui remonte à environ 1400
Découvert dans le puits d'un château détruit, la partie en bois s'est malheureusement décomposée après exposition à l'air. Ces premiers soins-pistolets n'étaient en fait pas très efficaces et n'ont probablement jamais joué un rôle clé dans une grande bataille. Pour qu'ils deviennent efficaces, 2 développements clés devaient avoir lieu. Le premier était une amélioration de la poudre à canon elle-même. Au départ, les gens utilisaient une forme de poudre à canon appelée poudre serpentine, qui était un mélange très fin de salpêtre, de charbon de bois et de soufre. La poudre serpentine avait quelques problèmes, comme le fait qu'elle absorbait facilement l'humidité et ne brûlait pas toujours bien. Avec le temps, les gens se sont rendus compte que la poudre à canon fonctionnait mieux. Lorsqu'elle était pressée en grains, la poudre dite pendant cornée était plus résistante à l'humidité et brûlait de façon plus fiable. Cela a permis aux fabricants d'armes de produire des canons plus longs et étroits, tirant des projectiles plus petits à plus grande vitesse. L'invention d'un mécanisme de détente fut une avancée clé pour créer des pistolets efficaces. Pour enflammer la poudre à canon, comme mentionné plus tôt, les canons à main étaient allumés par le soldat touchant la poudre avec une mèche, ce qui était lent et encombrant. Les pistolets avaient un besoin de plus de rapidité et de fiabilité. La première tentative fut le mécanisme à mèche où le soldat appuyait sur une gâchette mettant une mèche lente en contact avec la poudre. Ce système présentait des problèmes, comme le retrait nécessaire de la mèche lors du rechargement pour éviter d'enflammer la poudre. Le risque que la mèche s'éteigne existait, d'où le maintien des 2 extrémités allumées. Cela dit, le système à mèche a permis le développement des premiers revolvers, où plusieurs chambres pouvaient être chargées avant utilisation, ce qui signifiait que l'homme disposait de plusieurs tirs avant de devoir recharger. Vers 1500, un développement majeur des mécanismes de détente fut le système à rouet. Le système à rouet employait la friction pour produire des étincelles et enflammer la poudre à canon. C'était la première arme à feu à allumage automatique. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un énorme avantage de ne pas avoir à tenir une mèche allumée pendant le rechargement. Cela dit, la platine à rouet avait encore quelques problèmes. C'était un mécanisme très complexe et délicat, ce qui le rendait sujet aux pannes. Elle demandait une ingénierie précise, la rendant chère, accessible uniquement aux plus riches. Malgré leurs limites, la platine à mèche et à rouet ont permis la diffusion des armes à feu sur le champ de bataille. À la fin des années 1400, les artilleurs restaient moins nombreux que les archers, épéistes et piquiers, mais leur effectif croissait régulièrement. Malheureusement, nous ne pouvons pas savoir exactement quand les armes à poudre portative ont été décisives pour la première fois lors d'une bataille. L'une des premières batailles bien documentées où elles eurent un rôle décisif est celle de Cerignola, en 1503, Carcon. C'était l'une des guerres d'Italie, une série de conflits complexes au début des années 1500. La bataille de Cerignola opposa l'Espagne et la France pour dominer le royaume de Naples. Les Espagnols avaient environ 6000 hommes, dont 2000 piquiers mercenaires allemands. Ils avaient aussi environ 1000 hommes, munis d'une arquebuse, une arme à poudre précoce. Ces armes à feu étaient légères, de petit calibre, environ 1 à 2 cm, c'est un chien. Le mécanisme de détente était la platine à mèche que j'ai mentionné plus tôt, où la poudre était enflammée directement avec une mèche lente. Les Espagnols étaient en infériorité numérique, mais ils avaient en réalité un avantage grâce au terrain. Une route s'était enfoncée, formant une tranchée défensive naturelle. Le commandant espagnol a centré son plan de bataille sur cette tranchée. Il a ordonné que des pieux pointus soient plantés sur le terrain surélevé au-dessus de la route. Dans la tranchée elle-même, il a placé ses 1000 arquebusiers. Lorsque l'armée française s'est approchée, elle n'avait pas remarqué la route en contrebas. Trop confiants en raison de leur supériorité numérique, ils avancèrent imprudemment et furent accueillis par des salves dévastatrices de tirs d'arquebuse, abattus avant même de pouvoir atteindre les troupes espagnoles. Au final, les Français perdirent environ 4000 hommes, tandis que les Espagnols n'en perdirent qu'un dixième. La victoire du jour revint à l'arquebuse, faisant de cette bataille l'une des premières où les armes à poudre portatives eurent un rôle majeur. Selon les mots d'un commandant espagnol, ils avaient gagné grâce à un petit fossé, un parapet de terre et l'arquebuse. Au fil des décennies, les armes à poudre devinrent dominantes en Europe, passant d'armes rares à la principale méthode de combat. À la fin des années 1500, les armes à feu étaient essentielles dans les armées européennes, constituant près de 40% de l'infanterie. Il faut noter qu'un homme armé d'une arme à feu n'était longtemps pas plus précieux qu'un archer bien entraîné sur le champ de bataille. L'arme à feu était plus puissante et donc mieux capable de percer les armures, mais d'un autre côté, l'archer avait une cadence de tir bien supérieure et était plus précis. Les armes à feu avaient l'avantage d'être bien plus simples à utiliser.
Il ne fallait que quelques semaines pour former un homme à utiliser une arquebuse, alors qu'il fallait des années de pratique assidue pour devenir un archer compétent. Un 1644 l'a parfaitement résumé. Arc et flèche ne touchent la cible et ne tuent l'ennemi qu'avec habileté et force. Le fusil contient en lui-même l'habileté et la force, totalement indépendantes de la personne. Avec le temps, les armes à feu n'ont cessé de s'améliorer. Au début des années 1600, une innovation majeure apparaît. Le mécanisme de détente à silex. Durant les années 1500, les armes à feu portatives étaient à mèche ou à rouet, deux systèmes avec de grands inconvénients. Le silex, comme le rouet, était un mécanisme à auto-allumage, ce qui signifiait que le soldat n'avait pas besoin de transporter une mèche allumée. Cependant, il était beaucoup plus simple que le rouet, ce qui signifiait bien qu'il était plus fiable et plus facile à entretenir. Il coûtait moins cher, ce qui permettait d'en faire le mécanisme de mise à feu standard d'une armée, au lieu d'un objet réservé aux riches. À la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, les mousquets à silex deviennent la norme, offrant plus de fiabilité et une cadence de tir accrue. À ce moment, les armes à poudre étaient optimisées et ont peu évolué jusqu'aux années 1800. Leur adoption était alors généralisée en Europe et ailleurs. En faisant cette vidéo, j'ai surtout compris que la poudre à canon s'est développée lentement et progressivement. Il n'y a pas eu un jour précis où quelqu'un a inventé la poudre à canon pour la première fois. On pourrait dire que la poudre à canon n'avait pas vraiment été créée avant le développement de la poudre en grains au début des années 1400. Si c'est le cas, presque un millénaire s'est peut-être écoulé. Des premières expériences chinoises pour créer une poudre inflammable à la mise au point de la poudre noire. Elle allait alors lancer l'ère de la poudre à canon et la conquête du monde.